Penser donc va bien au-delà de ce qu'on peut soupçonner. Penser va bien au-delà de ce qu'on peut soupçonner. Parce que penser, c'est s'asseoir, contempler, comprendre. Après avoir compris, on oriente cette compréhension, on la contextualise en fonction de ce qu'on veut réaliser. Et ce qu'on veut réaliser doit refléter la réalité qu'on aura contemplée. On ne peut contempler que ce qui est naturel, c'est-à-dire ce qui existe. Pas ce qui est créé par l'homme, mais ce qui existe d'abord naturellement. La preuve en est que tout ce que l'homme a eu à produire, il n'a fait que copier la nature. Les avions, les trains, les ordinateurs, les téléphones, les radios, les téléviseurs, les maisons. Je prends quelques exemples. L'homme a appris à construire en imitant les insectes, notamment les termites, les guêpes maçonnes, les abeilles et autres. C'est à travers cela que l'homme a appris à construire. Parce que les termites construisent des gratte-ciel. Il faut étudier l'univers des termites. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Quand on voit une niche d'abeilles, une ruche d'abeilles, on constate des formes géométriques qui se dégagent dans l'architecture monumentale humaine. Lorsqu'on constate ce que construisent les guêpes, on découvre les huttes, les tentes et tout ce qui va avec. Donc, l'homme ne crée rien, l'homme ne fait qu'imiter la nature. L'ordinateur n'est rien d'autre que la reproduction de la pensée. Le téléphone n'est rien d'autre que la transmission des ondes à distance. Cette transmission des ondes peut s'opérer à travers des ruisseaux et des fleuves. Il y a des gens qui passent des messages à des milliers de kilomètres à travers des ruisseaux et des fleuves. Bon, je ne vais pas vous dévoiler ça. Parce que là, ceux qui nous écoutent, je ne sais pas celui qui est en train de nous écouter. Mais les frères qui aimeraient en savoir plus pour se rapprocher de nous. Donc, le téléphone est la transmission de l'information par les ondes, c'est-à-dire les vibrations. Donc, qui dit les ondes, dit les eaux. Parce que l'eau émet des vibrations. L'eau transmet les ondes, parce que c'est l'eau qui produit l'électricité. Donc, le téléviseur, c'est la même chose, puisque c'est toujours une question d'onde et une question de lumière. Pour dire que l'homme n'a rien créé, je reviens donc en disant ceci. La pensée consiste d'abord à se poser, à contempler le réel, à comprendre le réel jusqu'à la mesure du possible. Et il faut que cette compréhension soit une compréhension qui repose sur des faits et non une compréhension qui repose sur nos penchants à nous. Pour que cette compréhension soit pertinente, il faut qu'à chaque fois qu'on aura à évoquer un phénomène naturel, qu'on aura à évoquer une manifestation naturelle, qu'on aura à évoquer une loi, un principe, que nous puissions le justifier par des preuves concrètes. C'est-à-dire ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, doivent être sûrs que ce que nous disons, c'est effectivement ce qui est. Voilà donc pour dire que la compréhension doit reposer sur la vérifiabilité de ce dont on parle. Au-delà de
cette compréhension, il y a des besoins qui naissent en nous. Et ces besoins ne se limitent pas à l'élémentaire, comme je venais de le dire, c'est-à-dire manger, boire, s'habiller, construire des maisons et autres. Bien que cela participe de la vie, bien que cela soit fondamental, hein, à tout existant, parce que pour vivre, il faut manger, il faut boire, il faut se protéger, c'est-à-dire s'habiller, se protéger contre les morsures, les moustiques et autres. Bon, bien que ce n'est pas l'habillement qui nous protège contre ça, il y a beaucoup plus les huiles, les onguents qu'on peut utiliser, dont on peut se oindre, dont on peut faire usage pour se oindre et protéger notre peau contre les piqûres des moutes-moutes, des moustiques et de toutes sortes d'insectes. La compréhension qui nous amène donc à asseoir notre savoir et à le rendre utile ne doit pas nous borner aux besoins élémentaires, mais doit nous amener à nous découvrir nous-mêmes. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai faim, j'ai soif. Oui, tu as faim, tu as soif, c'est vrai. Tu as soif de quoi? De nourriture, de sexe, de boisson. Tu as soif de connaissances. Pour en faire quoi? Pour dominer les autres? Ou pour créer un bien-être collectif? Ou pour créer un bien-être collectif? La volonté de connaître, est-ce pour soi ou pour le bien-être collectif? C'est là où nous parvenons donc à l'éminence du pensée et à l'éminence de la pensée. Dans la mesure où on ne saurait parler de pensée que lorsque cette pensée ne sert que nos intérêts à nous, que lorsque cette pensée ne sert que notre couple à nous, c'est-à-dire hommes et femmes, que lorsque cette pensée ne sert que nos enfants, la famille restreinte, c'est-à-dire moi, ma femme et mes enfants, ou ma tribu. Non. La pensée devient une pensée éminente lorsqu'elle milite pour le bien-être collectif, lorsqu'elle va atteindre des cibles. Et pour qu'une pensée puisse militer pour le bien-être collectif, il faut que l'individu qui pense apprenne à découvrir ses propres défauts, c'est-à-dire que comme tout homme est enclin, c'est-à-dire a tendance à tout tirer vers lui, vers son profit, vers ses intérêts, il doit apprendre à se dépasser, à se surpasser, afin de comprendre que le bien-être collectif est au-dessus du bien-être individuel, dans la mesure où pour d'être, on a besoin d'un père et d'une mère. Pour évoluer dans la société, on a besoin d'être socialisé, la socialisation. Et cette socialisation commence par le père, la mère. Peut-être si on a une grande sœur ou un grand frère. Peut-être si on a une tante ou un oncle. Et puis ça s'élargit. C'est-à-dire le clan, l'ethnie, la tribu, le peuple. Ce qui montre que cette affaire ne doit pas concerner essentiellement l'individu qui pense, l'individu qui cherche, l'individu qui veut accomplir des œuvres. Cette pensée doit contribuer de manière globale à un bien-être collectif. À un bien-être collectif. Et ce bien-être collectif déborde la petite mesure du bien-être individuel. Si le bien-être transcende, c'est-à-dire va au-delà de nos égos, je suis belle, je suis beau, je veux que tout le monde me voie, je suis intelligent, je suis puissant, je suis le plus grand initié, je suis le plus fort, je suis le plus performant, le plus grand sportif, je suis ceci, je suis cela.
Tant qu'on est dans de telles considérations, on n'a pas franchi le pas de la véritable pensée. La véritable pensée commence par la discipline de soi-même. Tant qu'on n'a pas appris à se discipliner soi-même, tant qu'on n'a pas appris à rectifier ses défauts, tant qu'on n'a pas appris à dominer l'ego, la volonté de puissance, la volonté de domination, la volonté de défi, la volonté de challenge, la volonté de confrontation, la volonté d'affirmation démesurée de soi. Tant qu'on n'a pas débordé cette dimension, on n'a pas encore commencé à penser. C'est pour ça que je voulais donc dire que penser ne se limite donc pas aux petites considérations que je venais d'énumérer. Penser va bien au-delà, bien loin de tout ça. Ainsi, je poursuis mon propos en disant que, après avoir donc contemplé, après avoir compris ce qu'on aura contemplé, il faudra qu'on mette donc sur pied des mécanismes qui rentrent en ligne droite avec nos besoins, qui sont d'abord d'ordre charnel et qui vont beaucoup plus loin à l'ordre intellectuel et l'ordre conceptuel qui aboutit à l'ordre organisationnel. Parce que c'est au niveau de l'organisation que les égos sont dépassés. Le pour moi, rien que pour moi, est dépassé. Parce que qui dit organisation, dit je dialogue avec les autres, je cause avec les autres, je mets mes compétences, mes potentialités, mon génie, au service des autres pour construire quelque chose de plus grand que ce que je prétends pouvoir faire à mon niveau. Donc, quand on est déjà au niveau de l'organisation, on a déjà débordé les petits égos. Et cette organisation ne doit pas se borner à la petite famille nucléaire. Elle ne doit pas se borner au clan. Elle ne doit pas se borner à l'ethnie. Elle ne doit pas se borner à la tribu. Elle doit s'étendre vers toute l'humanité. Et si cette organisation doit s'étendre vers toute l'humanité, cela nous incite donc à apprendre à connaître les autres. Mais comment connaître les autres si on ne se connaît pas soi-même? On ne peut pas prétendre connaître les autres si on ne se connaît pas soi-même. Donc, pour mieux connaître les autres, il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même, à découvrir sa vraie nature, à connaître le sens de son existence, c'est-à-dire le ce pourquoi on est dans le monde actuellement. Je suis né pour faire quoi? Je suis né pour quoi? En quoi est-ce que je suis utile? Et en quoi est-ce que je peux m'immortaliser pour que les générations futures puissent continuer de parler de moi en tant que celui qui a mis en œuvre des nobles valeurs qui ont milité pour la cause commune, pour la cause collective, pour le bien-être collectif, pour l'épanouissement de tous. Une fois qu'on atteint ce niveau de connaissance, je veux dire ce niveau de pensée, on n'est plus dans les représentations qui ont pour but la satisfaction de nos fantasmes et de nos penchants. Voilà donc ce que j'entends par véritable vision du monde, qui est tout contraire, qui est tout le contraire de la vision du monde qui nous a été présentée par les Indo-Ariens et les Sémites qui sont leurs fils. Parce qu'il paraît que bien que les Sémites aient été des métis issus des Noirs et des Blancs, ils ont pris le côté des Blancs parce que la vision du monde qu'ils ont adoptée, c'est-à-dire le patriarcat, l'individualisme, l'égocentrisme, la volonté de puissance, la volonté de conquête, la volonté de domination, la manipulation, la ruse, la farce, les coups bas, ils n'ont fait que copier leurs parents indo-ariens. Pourquoi?
Parce qu'ils sont nés et se sont développés dans les mêmes conditions géographiques que leurs parents indo-ariens, notamment les neiges et les déserts. C'est donc au sein des neiges et des déserts que les indo-ariens et les sémites se sont développés et ont adopté une vision du monde propre à ce milieu-là. Mais est-ce que c'est le milieu qui les a plus enseignés que les conditions de vie dans lesquelles ils vivaient et qui les ont obligés à adopter des attitudes parfois contre nature? Parce que, prétendument, la nature leur aurait été hostile. Et puisque la nature leur aurait été hostile, il aura pour eux fallu qu'ils s'érigent contre cette nature et qu'ils développent une philosophie tout à l'opposé de cette nature. On peut donc comprendre pourquoi le Dieu de la Bible et de la Torah dit que l'homme est de toutes les créatures de Dieu la créature la plus élevée, hein, qui est plus proche de Dieu que toutes les autres créatures, hein, et qui est faite à l'image de Dieu, et qui a reçu le don de Dieu lui-même, hein, de dominer non seulement sur les animaux, mais aussi sur tous les existants, notamment les plantes, les planètes et autres. On peut comprendre par exemple aujourd'hui les ExoMars, les missions Jupiter, mission Saturne, mission je ne sais pas Vénus, mission Mercure, mission ceci, où on envoie des sondes dans l'espace, où on envoie ceci, où on envoie cela. On peut le comprendre aujourd'hui. Cela s'inscrit en ligne droite de cette vision du monde, qui prétend que l'homme est celui qui doit dominer le monde. Et donc ça ne nous trompe pas quand Descartes dit que la science doit nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Voilà. Et donc, vous comprenez que le monde actuel n'est donc que l'ombre projetée de la vision sémito-arienne, hein, du monde. Est-ce que cette vision est fondée en vérité ou alors c'est tout simplement un ensemble de représentations, un ensemble d'images et d'idées qu'un peuple se serait forgé pour essayer de justifier ses turpitudes, ses manquements, ses faiblesses, ses défauts, ses, je dirais quoi encore. Voilà. Donc ils se sont créés. Est-ce qu'ils se sont créés cette vision du monde? Ou alors est-ce que cette vision du monde est ancrée dans le réel? Nous allons donc évoluer en disant que cette vision du monde ne saurait être ancrée dans le réel. Dans quelle mesure? Dans la mesure où on ne peut pas faire la promotion de l'égocentrisme, de l'individualisme, du capitalisme, en sachant qu'on est né d'un père et d'une mère, en sachant qu'eux-mêmes sont nés d'un père et d'une mère, et ainsi de suite, suivant la lignée, et en sachant que tout cela constitue le clan. Et dans la mesure la plus grande, tout cela constitue l'ethnie, et dans la mesure la plus grande, tout cela constitue la tribu, et dans la mesure la plus grande, tout cela constitue le peuple, et dans la mesure plus grande, tout cela constitue les peuples à travers les multiples migrations et les mutations morphogénétiques. Pour dire donc que la vision sémito-arienne du monde, qui a été hypostasiée, c'est-à-dire élevée en modèle à suivre, cette vision repose sur des pseudo-connaissances nées du fait que ces individus qui sont nés dans la neige et dans le désert n'avaient pas le temps de méditer profondément pour atteindre les cimes de la pensée. Leur pensée contextuelle, temporelle, ponctuelle, leur pensée qui était une pensée de l'instant, ne consistait qu'à militer pour la survie.
ne peut construire un mode de pensée supérieur, élevé, que celui qui a accompli les besoins de base. Manger, boire, s'habiller et être abrité. Cela ne veut pas dire que en vivant en forêt, on ne peut pas penser. Tout au contraire, la forêt offre un environnement favorable à la pensée parce que la forêt est clémente à la vie. La forêt est le lieu véritable où la vie s'épanouit. Dans la mesure où tu passes, il y a une mangue qui est tombée, tu avances, il y a un avocat que tu trouves au sol. Là-bas, il y a un ananas. Dans l'eau, il y a du poisson. Et tout ça. Mais dans la neige, il n'y a rien. Ce que tu peux trouver dans la neige, à part les scorpions et les lézards, ce n'est que ça. Parce que même l'eau, c'est les problèmes. Dans le désert, pareil. Ça devient donc un sérieux problème. Ça fait que celui qui est dans des conditions de vie hostiles, difficiles, ne peut pas élever sa pensée au niveau de celui qui est satisfait à la base, qui a une satisfaction de base, et qui peut donc commencer à penser aux choses qui vont au-delà de manger, boire et se protéger. Pour dire que le modèle de pensée, ce que je qualifie de vérité sémito-arienne, est un modèle de pensée issu des carences de vie, d'un environnement hostile, d'un environnement violent qui n'a pas permis aux individus de pouvoir contempler le réel dans son essence, dans sa profondeur, de pouvoir contempler le ciel et découvrir l'ordre, l'harmonie et l'équité qui se dévoilent. De pouvoir entrer en soi-même pour apprendre à se rectifier. Comment peut-on se rectifier quand on a faim? Comment peut-on se rectifier quand on est constamment malade? Comment peut-on se rectifier quand on a soif? Notre pensée ne peut pas aller dans ce sens. Notre pensée immédiatement va d'abord dans le sens de trouver de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vêtir et de quoi se faire plaisir, notamment le sexe. C'est après cela qu'on peut donc commencer à envisager des choses plus grandes, mais 99% d'individus se limitent à ce que je viens d'énumérer. Je reviens donc en disant ceci. La pensée occidentale, la pensée sémito-arienne, la vérité sémito-arienne, est une vérité qui est bâtie sur des représentations de la réalité et non sur la réalité telle qu'elle est elle-même, objectivement. Et non sur la réalité telle qu'elle se dévoile à nous et qu'elle nous impose un rythme de vie à suivre. Non, jamais. Mais beaucoup plus, ce sont des constructions mentales, des représentations imaginaires qui viennent asseoir, justifier l'état d'esprit, le niveau de conscience, les penchants, les fantasmes, les défauts et toutes les turpitudes qui occasionnent la déchéance véritable de ce peuple-là, qui caractérise même la nature déchéante, ou tout au moins la nature primitive. Primitive signifie premier. La nature dégénérée. La nature dégénérée de ce peuple-là. Et ce peuple a une nature dégénérée parce qu'il n'a pas pu assimiler les réalités de la nature. Il a beaucoup plus pris les réalités de la nature comme ses ennemis, comme opposés à lui, comme ayant pour but de lui faire du mal à lui. Et il s'est donc érigé en ennemi de la réalité, en ennemi des réalités de la réalité, des réalités de la nature, en ennemi des lois de la nature, en ennemi des principes qui gouvernent la nature. C'est donc ainsi qu'il se façonne
une vision du monde qu'il érige en modèle. Notamment cette vision du monde bâtie sur ce qu'on appelle les qualités de l'individu lui-même ou les qualités du peuple en question lui-même. Si c'est un peuple qui aime verser le sang, ce peuple va se créer un Dieu qui aime verser le sang. Si ce peuple aime piller, ce peuple va écrire des textes qui justifient le pillage. Si ce peuple aime violer, ce peuple va se créer des cosmogonies, des mythes et des récits soi-disant divins qui vont justifier le viol. Si ce peuple est matérialiste, ce peuple va se créer des mythes, des cosmogonies et des paroles soi-disant divines écrites par Dieu ou révélées par Dieu qui justifient cela, qui justifient notamment j'ai parlé de la violence, j'ai parlé du viol, j'ai parlé, voilà, un Dieu qui justifie donc le matérialisme, c'est-à-dire un Dieu matérialiste. Ils vont se constituer, ils vont se construire tout un arsenal de symboles pour justifier le matérialisme. C'est le cas de la Kabbale juive par exemple. Tous les textes de la Kabbale que j'ai eu à lire font référence à certaines choses. Font référence à un peuple élu, qui serait le peuple d'Israël. Oui, on va dire que non, c'est pas Israël qui est là-bas à Gaza, c'est un Israël spirituel. Mais pourquoi on ne dit pas le peuple de Chine? Il y a aussi une Chine spirituelle. Ou le peuple du Japon, il y a aussi un Japon spirituel. Ou le peuple du Ghana, il y a aussi un Ghana spirituel. Pourquoi y aurait-il un Israël spirituel et il n'y aurait pas un Ghana spirituel, un Congo spirituel, un Cameroun spirituel? Tout ça, c'est de la manipulation. On vous dit, non, ne comprenez pas Israël au premier degré, c'est les élus. Les élus, ils ont été élus par qui? Bon, s'ils ont été élus, pourquoi les Chinois chez eux ne parlent pas d'un Israël? Pourquoi les Indiens ne le font pas? Pourquoi les Japonais ne le font? Pourquoi les Arabes même ne parlent pas d'un Israël? Les Arabes qui sont même les cousins de ces gens-là. Et ce que je dis d'Israël en vaut le coup pour l'Arabie Saoudite. Et je parle sous la perspective des religions dites révélées, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam, et sous la perspective des écoles dites ésotériques issues de ces trois mouvements pseudo-spirituels, notamment la franc-maçonnerie, la Rose-Croix à Morque, la Rose-Croix d'Or, l'ordre des Templiers, les gnostiques et toute cette bande Bon, bref, je ne peux pas les qualifier parce qu'en réalité, ils ont le droit de créer leurs écoles. Mais le pire des drames, c'est que ces écoles viennent être imposées au sein des peuples qui n'ont rien à foutre avec cette vision du monde, qui va aux antipodes de leur vision du monde. Je parle notamment du peuple africain. Quand tu vois un noir qui te dit qu'il est chrétien, il est musulman, il est franc-maçon, il est rosicrucien, il est de l'ordre des Templiers, il est gnostique, il est ceci, il est cela. Mais c'est un malade. C'est quelqu'un qui est inutile à son peuple. Inutile pourquoi? Parce qu'il ne comprend même pas sa réalité socio-historique. Il ne comprend même pas l'univers dans lequel il est né. Il ne comprend même pas son environnement. Il ne se comprend même pas lui-même. Il accepte ce qu'on lui a présenté comme modèle. Il se contente de ce modèle. Et comme tout autour de lui, tout le monde fait comme ça, il se camoufle derrière ce modèle, parfois pour nuire même aux autres. C'est ça en réalité. Parce que cette vision du monde, cette vision sémito-arienne du monde, cette vérité sémito-arienne n'est rien d'autre qu'une farce. Elle est une farce dans la mesure où elle ne reproduit pas la réalité, la vérité de l'univers, la vérité cosmique, la vérité de l'être telle qu'elle est elle-même. Elle est une farce dans la mesure où les individus veulent justifier leur médiocrité, leur état d'âme, leur penchant et tout le reste
par un Dieu qui serait l'incarnation de ces états d'âme, hein? Un Dieu qui serait l'incarnation de ces médiocrités, de ces déviances et tout ce qui va avec. Comment peut-on qualifier le Dieu de l'univers de jaloux? Comment peut-on qualifier le Dieu qui est le recteur de l'univers, c'est-à-dire celui qui met l'ordre et l'harmonie dans l'univers? Comment peut-on le qualifier d'éternel miséricordieux? Ça veut dire qu'il ne punit rien, il ne punit aucune iniquité. Tu finis d'aller tuer, tu viens, tu lui demandes pardon, il te pardonne. Tu finis d'aller voler, tu lui demandes pardon, il te pardonne. Tu finis de violer, tu viens, tu lui demandes pardon. Tu finis de détruire des vies, tu viens, tu lui demandes pardon. Mais c'est un Dieu bizarre, il est très dangereux ce Dieu-là. L'éternel miséricordieux. Je vais donc approfondir le troisième part de ma réflexion sur ce Dieu bizarre, je précise bien, qu'on appelle l'éternel miséricordieux, qui est en même temps aussi l'éternel des armées. En même temps, il est l'éternel des armées, en même temps, il est l'éternel miséricordieux. Donc, la troisième phase de vidéo va donc consister à développer cette pseudo-vérité sémito-arienne qui aujourd'hui fait beaucoup plus de mal, surtout à l'Afrique. Je vous reviens donc dans la prochaine vidéo pour conclure mon propos sur le thème intitulé « Le leurre de la vérité sémito-arienne ».